Bonjour, on va parler imaginaire ce mois-ci avec l'un des écrivains et scénaristes de bande dessinée qui est depuis le début des années 90 l'une des figures du fantastique et de la science-fiction en France. Il sort un nouveau livre dessiné par Frédéric Peters, Saint-Elme, un polar violent aux éditions Delcourt. Serge Lehmann nous fait l'honneur d'être notre invité dans Délivrez-vous. Bonjour Serge Lehmann. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Grand plaisir. Avant de commencer, on est ici aux Imaginales. Je voulais savoir ce que représentait pour vous ce festival. C'est un des plus anciens festivals d'imaginaire en France. Il a été fondé dans les années 2000 et même il y a eu une première version, je crois, dans les années 90, au moment où le grand festival des Utopiales se mettait en place aussi. Donc c'est un peu un des festivals pères ou mères. Je ne sais pas comment on peut dire. De l'imaginaire. Voilà, de l'imaginaire, et avec des angles très soigneux, très particuliers, très élaborés, et c'est toujours un plaisir de venir ici. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu. Avec pléthore d'auteurs de l'imaginaire. Il y en a des dizaines, pour ne pas dire des centaines. Oui. Alors, vous vous définissez vous-même comme polygraphe, mais vous êtes quand même un érudit de la science-fiction et du fantastique, l'une des figures de la science-fiction et du fantastique en France. D'où vous est venu cet amour de la science-fiction ? C'est un coup de foudre d'enfance. Quand j'avais 10 ans, je suis allé sur les conseils d'un ami d'école à la bibliothèque municipale de chez moi, où j'avais jamais mis les pieds, parce que j'avais trouvé dans le grenier de mes grands-parents un livre de science-fiction, mais ça m'avait terriblement plu, mais je ne savais pas comment expliquer ce qui m'avait plu. Et ce garçon m'avait dit, va à la bibliothèque, il y en a plein d'autres des comme ça. Et donc j'y suis allé, j'ai demandé à la bibliothécaire de me montrer d'autres livres comme ça. Ouais. Elle a ouvert une armoire devant moi, tout au fond de la bibliothèque, et il y avait dedans les 400 premiers volumes de la collection Anticipation du Fleuve Noir, qui avait pour caractéristique d'avoir une petite fusée en train de décoller sur le dos. Et en voyant ces 400 fusées, j'ai eu une espèce de flash, et je me suis dit, je vais faire ça de ma vie. Et en fait, j'ai jamais remis ça en cause. Et sur votre écriture, au début, quand vous commencez à écrire de la science-fiction, vos influences en tant qu'auteur, c'est quoi? C'est qui? C'est Philippe K. Dick? Beaucoup Dick, beaucoup Michel Jory, parce que c'était le Dick français. Enfin, oui. C'est d'ailleurs pas lui rendre justice, parce qu'il était tout à fait un auteur tout à fait majeur, sans référence à Dick. C'était très important pour moi aussi, comme je savais tout de suite que je voulais être écrivain, je lisais avec une double casquette, celle du lecteur pur, du fan, et en même temps celle de l'aspirant écrivain qui regarde comment les gens s'y prennent. Et ça a toujours, j'ai toujours eu ces deux lectures-là en parallèle, surtout à l'adolescence. Et donc c'était important pour moi d'avoir des modèles français aussi, parce que je me doutais bien qu'en prenant comme modèle Stephen King, c'est pas exactement comme ça qu'on va réussir en France. À l'époque, c'était vraiment très bizarre, parce que la science-fiction dans les années 70-80, alors que c'était un moment brillant du point de vue de la production, aussi bien littéraire qu'en bande dessinée, c'était un moment où culturellement, c'était la mort sociale de dire qu'on faisait de la science-fiction. C'était impossible en fait. Le mot était utilisé pour dire grotesque ou ridicule. Pourtant, il y avait l'émergence de magazines comme Métal Hurlant. C'est le grand magazine de cette époque, mais c'était un truc underground. Ça n'est devenu légitime que dans les années 80-90 et encore. C'est vraiment à partir de l'an 2000 qu'on a commencé à voir à l'université des thèses sur la science-fiction. Avant, il n'y a quasiment rien. Il y a quelques précurseurs, mais c'est tout. Donc c'était un domaine dans lequel, quand on disait je veux écrire de la science-fiction, les gens vous regardaient avec des grands yeux. Ça n'a pas de sens, quoi. Donc il a fallu se battre un peu. Ce côté révolté que vous avez, parce que c'est vrai qu'avec la première trilogie Faust, votre premier grand succès en tant qu'écrivain, vous avez envie de rétablir justement ce genre de la science-fiction qui était considéré comme entre guillemets un mauvais genre. Ouais, un sous-genre même. Ouais, un sous-genre. Oui, et ça vous tient vraiment à cœur, ça? Ça me tient à cœur parce que justement, à l'adolescence, j'ai constaté avec une espèce de surprise qui reste encore quelque part, à quel point j'aimais les choses venues de la culture anglo-saxonne. Et quand je regardais du côté français, je me disais, mais je comprends pas, on a tout ce qu'il y a, tout ce qu'il faudrait, et on n'arrive pas à se réjouir de la même manière. Ouais. Et ça m'a toujours paru, le fait d'avoir dans l'imaginaire collectif une science-fiction, un fantastique en bonne santé, qui irrigue la société de mythes culturels, ça me paraît être une interface ultra importante avec la modernité, en fait. C'est une manière de jouer avec la modernité. Avoir ce trésor, mais ne pas l'utiliser pour une société, j'ai toujours trouvé ça légèrement suicidaire, en fait. Donc une partie de mon travail critique et éditorial a consisté à faire redécouvrir à la culture française ses racines
dans le domaine de la science-fiction et du fantastique qui sont très anciennes. Oui, qui sont très très anciennes parce qu'on y reviendra. On va justement y revenir avec la Brigade Chimérique. En 2009, on passe des années, mais en 2009, vous décidez avec Jess et avec Fabrice Collin de sortir une bande dessinée de super-héros européens, mais des super-héros européens dont les origines viennent presque du 19e siècle finalement. Parce qu'il n'y avait pas de super-héros français, européens. On connaît les comics américains, les super-héros sont américains, mais il fallait justement, c'était une vraie envie de rétablir. Là aussi, c'était un étonnement. Quand j'étais ado, c'était pareil. Je lisais les premières bandes Marvel qui paraissaient dans Strange à l'époque. Bon, voilà, j'avais 14-15 ans. Avec la même surprise qui est de dire, mais pourquoi tout se passe à New York? Pourquoi il n'y a pas de super-héros français, européens? Et en fait, j'ai fini par y consacrer 10 ans de ma vie à cette question, à la fois en tant que chercheur, enfin disons en tant qu'historien amateur de la littérature, et aussi en tant que scénariste, parce que les recherches nourrissaient un projet scénaristique qui était la Brigade Chimérique, oui. Et qui s'appuyait sur cette idée qu'avait démontré Alan Moore à la fin des années 90 à propos de l'Angleterre, que les grandes figures de super-héros qu'on connaît sont en fait les héritières de figures de surhommes de la fin du 19e siècle, que ce soit Sherlock Holmes, Fantomas, Arsène Lupin... Et il faisait la généalogie de ces personnages. Et nous, on disait, on a Arsène Lupin, on a Fantomas, on a le Nyctalope, on a plein de héros comme ça. Et ils sont tous oubliés et aucun n'est devenu une grande figure de la culture populaire. Ouais. Même Fantomas, qui est vraiment un monument, un mythe à l'égal de Dracula, le cinéma français a réussi à en faire une parodie où on se moque du personnage plutôt que de le célébrer. C'est du De Funès, donc c'était son caractère terrifiant. Voilà. Est-ce qu'on ferait une parodie comme premier produit sur Dracula? Non, d'abord on fait un grand Dracula et ensuite on peut faire des parodies. Non, en France on va directement à la parodie parce que c'est un sujet à éviter en fait. L'héroïsme, les figures de héros plus grands que la vie, il y a quelque chose qui s'est un peu éteint dans la culture française, dans ce registre-là. Or moi je pense que c'est pareil, que c'est le signe d'une société en bonne santé que de pouvoir offrir à ses enfants et à ses grands-enfants des figures de personnages extraordinaires qui condensent l'imaginaire, qui fassent que la vie ensemble soit un fait sensible. Je vous donne un exemple. Quand je suis allé à New York la première fois, en face de mon hôtel, il y avait un grand Spider-Man accroché à la façade d'un gratte-ciel à 15-20 mètres au-dessus de la rue. Et tous les gens qui partaient au travail le matin levaient les yeux et souriaient en voyant ce personnage. Les femmes de ménage comme les hommes d'affaires de Wall Street, tous souriaient. Et on voit ce que c'est, ce personnage d'un seul coup. C'est une sorte de tendresse que la société se fait à elle-même. Bien sûr. Et donc ne pas avoir cette amitié, disons, qu'on pourrait se manifester entre nous, c'est une perte pour la société. Et c'est d'autant plus une perte qu'on ne peut pas s'en passer. Donc nos gosses, ils vont chercher les grands héros des autres, parce que nous, on n'en produit pas. Et donc tout mon travail à ce moment-là a consisté à réfléchir à cette perte et à essayer de la conjurer presque avec un phénomène de cure psychanalytique. À l'instar, presque vous parliez d'Alan Moore, à l'instar de Watchmen d'Alan Moore, de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, c'est ces super-héros-là qu'on retrouve dans la Brigade Chimérique, le Nyctalope, la fille de Marie Curie, Reine Joliot-Curie, toute cette bande-là, et 10 ans après, vous sortez Ultime Renaissance. Alors parce qu'on rappelle quand même pour nos téléspectateurs, la Brigade Chimérique, ça se passe quelques années avant la Seconde Guerre mondiale, donc on est dans les années 30. 1938-39. Ouais, et il y a quand même cette bataille justement contre le mal nazi qu'on sent pointer. Et là on les retrouve de façon contemporaine dans Ultime Renaissance. C'est complètement différent à ce moment-là. Oui. La brigade originelle, elle avait pour but de traduire en images, en mise en scène, en dialogue et en existence de personnages ce concept, cette idée qu'on essayait de défendre, qu'au fond, le culte nazi du surhomme avait effondré la catégorie en question dans l'imaginaire européen. Pour avoir le droit d'avoir des surhommes dans son imaginaire, il faut être vainqueur, il faut avoir des valeurs auxquelles on croit à défendre. Or, les nazis, c'était le contraire. Et non seulement c'était le contraire, mais ils ont vaincu l'Europe entière, à part l'Angleterre. Donc il y a une sorte de honte sur le thème du surhomme en Europe. C'est un thème suspect, politiquement. Et le travail sur la première brigade, c'était d'arriver à dénouer ce lien et à montrer que ces personnages existaient avant le nazisme, que certains d'entre eux ont tout à fait résisté au nazisme, d'autres y ont cédé, mais qu'il est stupide de jeter le bébé avec l'eau du bain en considérant que la période est maudite une fois pour toutes. Une fois ce travail fait, 10 années se sont écoulées, effectivement, pendant lesquelles j'ai fait d'autres récits, certains reliés à la brigade, d'autres non.
Et j'ai vu petit à petit les rites d'impact de l'hypothèse se propager. J'ai vu des personnages super-héros commencer à réapparaître, qui sont d'ailleurs pas forcément liés à l'héritage direct de la brigade, mais c'est une question d'état d'esprit, quelque chose a changé. Et donc au bout de 10 ans, j'avais très envie de voir si, au-delà de la réhabilitation, on pouvait réintroduire ces vieux personnages dans le monde contemporain, avec des enjeux contemporains, et au prix de quelle modernisation? Parce que c'était ça le truc le plus important. Qu'est-ce qu'on garde des traits archaïques des personnages et qu'est-ce qu'on cède à l'époque? Voilà. Et là, il y a une dialectique qui est passionnante, quoi. Parce que d'une certaine manière, c'est déjà celle que fait DC ou la Marvel quand ils travaillent sur leurs vieux personnages de catalogue. Ils se demandent quelle pertinence ils ont encore aujourd'hui et comment les modifier pour qu'ils redeviennent d'actualité. Donc on a fait la même chose. Et si vous le faites au niveau français et européen, parce que c'est vrai que la culture pop, comme ça, du super-héros, la Corée, c'est énorme ce qu'on peut avoir, alors que c'est entre guillemets un petit pays. Au niveau mondial, l'impact que ça peut avoir, les États-Unis n'en parlons pas. Et l'Europe, finalement, on est le parent pauvre. On est parent pauvre parce que peut-être qu'on est les héritiers d'une conception aristocratique de la culture et qu'après tout, la pop culture, par définition, c'est une culture populaire. Donc ça va bien pour s'amuser, mais dès qu'il s'agit d'être entre gens sérieux, c'est fini. Et là aussi, je pense que c'est une grave erreur. En plus, je pense d'une manière très générale que à l'ère de la civilisation scientifique, et Dieu sait qu'on y est, il n'y a pas un jour sur lequel on ne parle pas d'un grand sujet scientifique ou technique, que ce soit l'espace, le réchauffement climatique, l'intelligence artificielle, la génétique. Tous les jours, il y a une actualité de pointe. Et tous les jours, on voit les effets sociaux de cette actualité sur nous. Tout ce que la science-fiction a fait naître dans la tête des scientifiques. La science-fiction et la mythologie de ce monde-là. Elle commence avec, en gros, Frankenstein au début du XIXe siècle, premier homme artificiel, imaginé au prix d'une manipulation scientifique par cette génie qu'était Marie Shelley. Et depuis, ça n'a pas arrêté. C'est-à-dire que chaque découverte ou chaque impact social de la science engendre une vague de personnages qui incarnent les enjeux éthiques, moraux, politiques de cette découverte. Et en France et en Europe, cette littérature, cette pop culture a eu pendant tout le XXe siècle, c'est même pas mauvaise presse, c'est pas de presse. Pas de presse du tout. Voilà. C'est un truc pour les enfants et les ados, si vous voulez, mais quand on passe à l'âge adulte, ça cesse d'exister. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à faire que ça continue d'exister de manière adulte, de manière subtile. Alors je rebondis subtilement justement sur Marie Shelley. On va passer à L'Homme gribouillé, votre première collaboration avec Frédéric Peters. Justement, vous parliez de Frankenstein, cet homme gribouillé, ce corbeau que vous avez mis en scène. Alors cet homme gribouillé, j'ai cru voir qu'au début c'était un roman que vous vouliez sortir. C'est vraiment l'exemple typique d'un processus de condensation qui dure pratiquement plus de 2 décennies. J'ai eu, au tout début, après mes études, j'ai travaillé en lycée. Et donc j'ai eu affaire à des médecins scolaires qui interprétaient des dessins d'enfants pour savoir s'il n'y avait pas des traumas cachés, des problèmes qu'on pouvait déceler. Et c'est une pratique qui m'a fasciné. Et donc comme j'étais à l'époque un jeune romancier, j'ai commencé à prendre plein de notes sur cette idée d'un psychanalyste ou d'un psychiatre qui découvrirait dans des dessins d'enfants, bon thème tout à fait classique d'ailleurs, avec l'idée d'en faire un roman. Et puis ça ne s'est pas fait, c'était trop ambitieux pour moi, je voulais mélanger ça avec une revitalisation du mythe de l'ogre. Je ne savais pas comment faire. Donc le projet est resté dans le tiroir 10 ans. Puis après, dans les années 2000, j'ai travaillé avec Bilal sur le scénario de La Foire aux Immortels, enfin adapté, Immortel ad vitam. Et donc les contacts que j'avais dans le milieu du cinéma m'ont dit c'est une bonne idée, tu devrais essayer d'en faire un scénario de film. Bon là aussi, ça n'a rien donné. Retour au carton des projets en suspens. Et puis en 2013, mon éditeur Delcourt m'a demandé qu'est-ce que j'avais envie de faire. Et d'un seul coup, ça m'est revenu. Je me suis dit, ok, j'ai échoué en roman. J'ai pas pu le faire au cinéma, mais peut-être qu'un gros roman graphique en bande dessinée, ça peut le faire, à condition de trouver un dessinateur extraordinaire, parce que ça va être extraordinaire à dessiner. Et donc j'ai suggéré le nom de Fred Peters parce que je venais de lire Hergé et Coma, et que dedans il y avait tout ce que j'aimais, des monstres à la fois terrifiants et très émouvants, des personnages et des décors urbains super crédibles, mais sans cesse ouverts à quelque chose d'autre, un peu d'étrange, ce qui était l'alchimie que je voulais créer sur le paysage de Paris. Et donc on lui a proposé, il m'a dit oui mais dans 3 ans, parce que je finis à Hama, il faisait sa grande série de science-fiction à ce moment-là, donc j'ai attendu encore 3 ans. Et puis finalement on a commencé à écrire ensemble en 2016, le livre est sorti en 2018. Donc pour une idée qui est venue au début des années 90, ça fait presque 25 ans de maturation. Oui, ça fait presque 25 ans de maturation. Quoi, une belle maturation, parce qu'un album de plus de 300 pages, 320 pages. On rappelle pour nos téléspectateurs un pitch, des pluies diluviennes s'abattent sur Paris et la pluie est très importante dans cette ambiance de cet album. Une mère et une fille partent à la recherche d'un extraordinaire secret de famille.
en fait, mais moi ce qui m'intéresse aussi, c'est vraiment tout ce personnage, ce secret, cette ambiance que vous avez pu créer. Et avec Fred Peters dans ce noir et blanc, plaqué comme ça, de cette ambiance-là, L'Homme gribouillé, un vrai succès. Oui, oui, Populaire un gros en plus, succès. gros Il y succès. a une dizaine de traductions. Oui. C'est mon livre le plus public, quoi, le plus populaire. Et ça tient évidemment à la magie du dessin de Fred. Il dit j'ai été chercher mes inspirations du côté de l'expressionnisme français, Franju, etc. Et c'est vrai, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire il a chopé la hiérarchie des noirs, gris, blancs, des zones de lumière et des zones d'ombre, du cinéma expressionniste, en lui donnant une rigueur, non pas cette folie allemande qu'ont Murnau, Fritz Lang, etc., mais une sorte de cartésianisme français qui le rend presque grinçant et inquiétant comme ça. Et donc ça marche super bien, puisque l'essence même de ce récit, c'est d'arriver à ressentir le plaisir qu'on avait enfant en découvrant nos premiers contes de terreur. Oui. Quoi. Alors, ça s'adresse aux adultes. Ouais. Notre pari, c'est vous allez avoir ça à nouveau. Apparemment, ça le fait. Ouais, parce que l'ambiance est sale, Ouais. mais dans le bon sens du terme. Alors, avec la Brigade Chimérique, vous faites presque un comics à l'européenne. C'est ça. Avec L'Homme gribouillé, c'est presque un manga à l'européenne. Ça, c'est Fred. Il a toujours pensé ça comme ça. Moi, le manga ne fait pas partie de ma culture. Je le regrette d'ailleurs, mais je l'ai découvert trop tard. Mais Fred a 10 ans de moins que moi. Et donc, pour lui, c'est vraiment une référence. Et il en a souvent parlé de ce livre comme de son manga européen. Ouais, c'est vrai. Ce qui me fait beaucoup rire aussi, c'est parce que là, vous partez avec Saint-Elme, on va parler de Saint-Elme, sur quelque chose de complètement moderne, complètement novateur, du jamais vu. J'ai adoré. Mais on va commencer par parler de cette bande dessinée par l'entremise des grenouilles. Parce que, par exemple, dans L'Homme gribouillé, dans la rue, au début, elle croise un crapaud. Cette petite Betty couvreur, qu'elle regarde de façon très attentionnée. Oui. Et on retrouve le batracien quand même dans Saint-Elme. Ce côté fantastique du batracien, enfin ce côté fantastique, je ne sais pas finalement, parce que les batraciens sont là. On va juste faire le pitch quand même de Saint-Elme. Saint-Elme, c'est une station balnéaire dans les Alpes. Station thermale, pour être Station exact. thermale, oui, Il y a pardon. une plage, Ouais, mais c'est oui, essentiellement station une station thermale dans les Alpes, riche, un peu sur le déclin, parce Sur le que déclin. on ne sait pas trop où ça se situe, mais Quelque part entre la France, l'Autriche, la Suisse, Oui. l'Allemagne, voilà, quelque part par là. Il n'y a pas vraiment de localisation particulière. mais d'où ça vient Saint-Elme justement? Ça s'est fait en plusieurs temps. On a lancé l'idée au Festival d'Angoulême 2018 quand on est allé signer L'Homme gribouillé avec Fred. On avait tellement aimé travailler ensemble. On s'est dit on refait tout de suite quelque chose. Et moi j'étais arrivé avec 2-3 idées. Il m'a dit on va faire Twin Peaks scénarisé par Jean-Patrick Manchette. Alors ça faut m'expliquer parce qu'il y a une vraie dichotomie entre Twin Peaks et Jean-Patrice Manchette. C'est justement, d'abord, c'est quelqu'un qui fonctionne comme ça. Il fonctionne par juxtaposition des contraires. Oui. C'est ce qui est fertile pour lui. Et c'était fertile pour moi parce que si on me dit on fait un récit à la Jean-Patrick Manchette, je vois un truc à la Tardy, très dur, très glauque, sordide, où il Ouais. n'y a aucun espoir. Si on me dit du Twin Peaks, c'est le contraire. C'est-à-dire, ça peut être noir et épouvantable, mais il y a une espèce de monde cosmique qui surplombe tout ça, qui fait que par essence, on n'est même pas dans le registre de l'espoir, mais on est dans le registre de l'émerveillement. Donc il y a une contradiction dans les termes entre le sordide et l'émerveillement. Et il fallait résoudre ça. Alors la solution de Fred, parce que c'est ce qui a précédé en fait l'élaboration même du récit, c'était les couleurs. C'est-à-dire le fait de choisir une gamme de couleurs antinaturaliste au possible. Le ciel est orange, la nuit, les coups de feu sont bleus, mais en fait ça marche hyper bien. Ça marche très, super très beau. bien. C'est très beau. C'est très beau et ça déréalise le récit. C'est-à-dire que ça permet d'examiner l'âme humaine avec la noirceur d'un Jean-Patrick Manchette, si Dieu veut, parce que c'était quand même un sacré auteur. Oui. Et en même temps, ça évite de plonger dans l'égout et l'abysse. C'est-à-dire que d'un seul coup, on est aussi sous le regard d'entités incroyables qui sont représentées dans l'histoire par la nature, les grenouilles, les eaux souterraines. Voilà. Tout ça, peu à peu, forme une espèce de présence naturelle, cosmique, qui donne à l'histoire son élévation. Voilà. Et qui fait que la fange en devient presque poétique, du coup. Quant au nom Saint-Elme, c'est venu par association d'idées. J'avais ce cahier des charges que m'avait donné Fred, et moi j'ai besoin de fonctionner par titre. C'est-à-dire, tant que j'ai pas le titre d'une histoire, j'ai beaucoup de mal à écrire. Parce que le titre, c'est la façon dont le lecteur va rentrer dans la poétique du récit. Oui. C'est le premier mot du récit qu'il aura. Donc si j'ai pas le premier mot, j'ai du mal à écrire le deuxième. Je peux, mais bon, ça change les choses. Donc je voulais absolument trouver le nom de la ville qui serait aussi le nom de la série. Et j'ai repensé à... Comme je savais que Fred voulait une série policière très violente, avec des scènes vraiment dures, y compris même à scénariser. C'est pas évident de scénariser une scène de torture. Oui. On n'est pas tortionnaire Oui, comme c'est ça, ça. donc il faut s'arrêter de toutes les cases pour respirer un peu.
J'ai repensé à Nightmare on Elm Street, c'est-à-dire les films de Freddy Krueger. Ouais. Et Elm Street, Saint-Elme, je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, je dis à Saint-Elme. Pourquoi ça m'a marqué? D'abord parce qu'il n'y a pas de ville connue en Europe qui s'appelle Saint-Elme. Or, ça fait très ville européenne. C'est vrai. Donc, je me suis dit, ça, au niveau crédibilité, ça marche. Et ensuite, parce que j'ai repensé au feu de Saint-Elme dans Tintin au Tibet. Ah oui, le capitaine Haddock. Le capitaine qui Haddock les avec son invoque, piolet qui d'un seul coup se met à faire des étincelles. Comme on s'était mis d'accord avec Fred sur le fait que ce serait une ville de montagne qui aurait un lac et que l'eau jouerait un rôle important. Saint-Elme, une espèce de dieu du feu comme ça, le feu et l'eau. Allez, ça sent bon, on va prendre ça. Et donc j'ai écrit à Fred en lisant Saint-Elme, il a dit oui, super. Je vais quand même rappeler aussi le pitch pour nos téléspectateurs. On commence, un jeune homme qui a disparu, un massacre en pleine campagne, ça commence comme ça. Et une vache incendiée lors d'un rituel étrange. On mélange un peu tout ça, c'est un polar violent qui arrive finalement. Et là, on a un détective privé, Franck Sangaré, qui arrive là-dessus. On part un peu dans tous les sens au départ. Il faut rentrer dans la bande dessinée. On y rentre très vite, hein. Franchement, on est happé. Moi, pour avoir lu les 3 tomes, ça me fait penser un peu aux films de Guy Ritchie, vous voyez, ou des frères Cohen, comme ça, des films chorales où tout va se mettre en place. Fargo était une de nos références. Voilà, où tout va se mettre en place à la fin. On sait que tout va se mettre en place à la fin, mais pour l'instant, on reste même au bout du 3e tome sur énormément d'interrogations, mais plaisantes ces interrogations-là. Oui. Mais alors, plusieurs questions. Les mythes, ça c'était important aussi parce qu'il y a du vrai mythe, j'ai envie de dire presque savoyard, alpin, en contradiction avec la richesse, avec justement cette station thermale, avec la famille Sachs qui tient l'usine d'eau minérale et donc qui tient la ville. Une famille un peu mafieuse, totalement et dégénérée même, on peut dire. Complètement dégénérée, on peut dire ça. Allier tout ça, comment ça vous est venu? Parce que c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens. En fait, on savait qu'on aurait beaucoup de place. Parce que, mine de rien, 5 tomes de 80 planches, ça fait 400 planches. Ouais. L'Homme gribouillé, des planches grand format. L'Homme gribouillé, c'est des planches moyen format, il y en a 330. Donc on savait qu'on avait encore plus de place que dans L'Homme gribouillé. Et comme Fred avait envie de travailler sur des archétypes de polar, c'est-à-dire le détective privé badass, la famille dégénérée à la limite effectivement, qui est épouvantable, mais aussi un jeune couple finalement, même s'ils sont blessés par la vie, qui sont un peu les Roméo et Juliette de l'histoire. Ouais. On avait envie de travailler sur des archétypes comme ça, très plaisants. Donc le nombre de personnages et l'usage d'archétypes faisait qu'on ne serait pas dans la psychologie. Et on n'aura pas, par exemple, il n'y a jamais d'accès aux pensées des personnages, contrairement à L'Homme gribouillé où on entendait penser Betty. Là, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Ils disent tout ce qu'ils pensent, en fait, où ils montrent tout ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Donc ça prend beaucoup de place. Et du coup, l'idée, c'était de faire un récit choral, ce qui était aussi la meilleure manière de décrire les différents mondes qui coexistent dans Saint-Elme. Parce qu'il y a un coin qui s'appelle la Vache Brûlée, qui est effectivement situé dans les Alpages, qui est une sorte de hameau rattaché à la ville, qui fait un peu figure de village d'Astérix, c'est-à-dire qui résiste à la pression des autres. Et puis en bas, près du lac, il y a la richesse, le port, les boîtes, l'eau minérale, avec la famille Sachs qui contrôle tout ça et qui étend peu à peu son emprise. Voilà. Et une espèce de sentiment de puissance, justement, qui rôde. On ne sait pas trop ce que viennent faire les grenouilles, qu'elles jouent les rôles. Et on saura tout à la fin. Donc, alors les grenouilles, c'est très drôle, parce que vous en tuez quelques-unes par album, mais c'est vraiment très drôle. Et on se demande justement, ça c'est le leitmotiv qui revient à chaque fois, mais que viennent faire ces grenouilles-là? Parce que là, on n'est plus du tout dans le fantastique au début, sur ces 3 albums, pas du tout. Et on se dit, quand même, Fred Peters, Serge Lehmann, quand est-ce qu'ils vont nous amener un petit peu de fantastique là-dedans ou pas? Dans le 4 et le 5, il y a les réponses à vos questions. Il y a les réponses mais non, en fait, les grenouilles, au départ, c'est tout simple. C'est quand j'ai reçu les premières pages de Fred, les pages de croquis, c'est-à-dire avec les couleurs, je me suis rendu compte, il allait donner une telle personnalité graphique à la série, je me suis dit, il nous faut un élément qui soit pour Saint-Elme l'équivalent de ce qu'était la pluie pour L'Homme gribouillé, c'est-à-dire un marqueur paysager. Oui. Alors moi j'ai vu presque un marqueur mystique, et en même mythique, temps, évidemment, parce que c'est l'apocalypse. Bien sûr, oui, on annonce aussi que quelque chose va se passer avec ces grenouilles. Mais au départ, c'est presque un truc folklorique. C'est fait pour que le décor ait une profondeur et pour que Fred s'amuse à dessiner des gens qui glissent dessus, des chiens qui croquent les grenouilles qui passent. Enfin, c'est aussi une manière de rendre vivant tout l'arrière-plan des planches. Ouais. Il se passe toujours des trucs avec ces grenouilles. Et ça, bon voilà. Mais effectivement, ça donne une dimension prophétique tout de suite. C'est-à-dire la première planche, la première case dans le tome 1, c'est une grenouille.
éclairée de nuit par des phares et qui finit mal. Oui, et qui finit mal. Et elle annonce d'une certaine manière le ton du récit. Et je me demande aussi si c'est pas une manière pour nous de trier nos lecteurs d'une certaine manière. Si à la planche 1 c'est ça, et que vous avez aimé, vous allez aimer le reste. Oui. Si ça vous dérange, peut-être que cette BD n'est pas faite pour vous. Voilà, on peut dire ça. En plus, la colorimétrie est exceptionnelle. Incroyable. J'ai juste vu la bande-annonce du film de Valérie Donzelli là, qui sort, où elle a apporté aussi ces touches de couleurs plaquées comme ça dans son film. C'est très très moderne finalement. Je me suis demandé, c'est pas possible, elle s'est inspirée de vous. Non, mais Fred lui-même disait qu'il avait été très frappé par une série qui s'appelle Euphoria, ça, ouais, Oui. où Euphoria, tout est éclairé au LED de couleurs. Oui. Et ce qui le frappait, c'était les progrès de l'éclairage au cinéma au cours des 10-15 dernières années qui permettaient réellement de teinter l'espace lui-même, quoi. Donc il avait envie de transposer ces techniques dans la BD. Donc il y a une influence cinéma-télé en fait. Et là, sans trop dévoiler quand même, le tome 3 est sorti, le tome 4 va sortir à l'automne. Dans le tome 3, il y a quand même le frère de ce détective, Franck Sangaré, là, qui est venu pour essayer de retrouver un jeune homme au départ que sa mère a perdu. Donc sa mère l'a engagé pour retrouver ce jeune homme qu'elle pense perdu. Bon, ça s'est mal passé, on ne va pas tout raconter. Mais là, le frère de Franck Sangaré arrive. Et là, je me suis dit, vous avez des influences tarantinesques presque. Là, on arrive encore dans autre chose. C'est le badass aussi, encore plus badass que le premier. Ouais. Mais je crois qu'il fait, puis dans le 4, il y a quelqu'un d'encore plus badass que tous qui arrive à nouveau. Ça, d'abord, il y a le plaisir de vous savez, ces films popcorn qu'on aime tant, où quand le monstre est mort à la fin, il y en a un deuxième qui sort, qui est encore plus gros et qui rappelle que rien n'est réglé. Bon. Ou qu'il faut tout recommencer. On avait envie de jouer cette carte-là, c'est aussi une proclamation d'amour pour les genres, justement, pour les genres. Là, c'est le genre du polar foutraque, du polar absurde, étrange en même temps. On avait envie d'explorer ce registre-là. Et oui, le frère est un badass, mais ils vont tomber sur des choses tellement incroyables qu'il va falloir vraiment il va falloir attendre la rentrée, ça va être difficile. Dans leurs ressources. Oui. Donc Saint-Elme, je dis à nos téléspectateurs, c'est drôle, c'est sombre, c'est cynique, c'est diablement moderne. Vive la suite, on a presque fini. Serge Lehmann, je vais vous faire un petit questionnaire de Proust rapide pour terminer. Quel super-héros vous voulez être ? Bizarrement, je crois que j'aurais aimé être Flash. C'est le pouvoir de la super vitesse, parce que je suis toujours en retard quand j'écris. Et je me dis qu'avec ce pouvoir, je arriverai à écrire, je sais pas, 5 romans par an sans problème. D'accord. Dans quelle créature fantastique vous verriez-vous ? Un personnage du Seigneur des Anneaux, mais je ne sais pas lequel. Un personnage un méchant, hein, moi je vous demande un méchant. Un méchant ? Ouais. Sauron est déjà pris, je ne dirai pas par qui. Eh ben mettez-moi en Gollum, ça me va très bien. Après les cavernes et les pièces d'or et tout ça, ça peut me ressembler. Votre livre de chevet ? J'ai envie de vous dire 2. Votre livre vraiment préféré, celui que vous emporteriez sur une île déserte et celui que vous lisez en ce moment. Alors celui que je lis en ce moment, c'est L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, que j'avais jamais lu. D'accord. Que j'ai acheté à la faveur d'un voyage et que je prends un grand plaisir à lire. C'est un très beau récit, très romanesque, sur l'histoire d'un cimetière des livres oubliés et d'un enfant qui choisit un livre et qui lit son destin à ce livre. C'est un beau roman dans la veine un peu des grands romans d'aventure intellectuelle européens à la Umberto Eco. Ouais. Le livre le plus fort que j'ai lu ces 10 dernières années, c'est un roman français des années 60 intitulé Les saisons de Maurice Pons. D'accord. C'est un livre que m'a fait découvrir Frédéric Peters. Quand on tâtonnait autour de Saint-Elme, il m'a dit « lis ça, ça te donnera une idée de ce que j'ai en tête ». Alors ça n'a rien à voir avec Saint-Elme, mais c'est l'histoire d'un poète qui arrive dans un village, c'est une fable, pour faire son œuvre. Et dans ce village, il n'y a que 2 saisons, la saison des pluies et la saison du gel bleu. Et c'est la vie dans ce village qui est une sorte de cauchemar éveillé. Ouais. Et c'est d'une puissance littéraire, la prose, les images. Je m'en suis pas encore remis en fait. Je suis pas sûr de retomber aussi vite sur un livre d'une telle puissance. Donc je conseille ça aux spectateurs. Les saisons de Maurice Pons, c'est court, ça fait 200 pages. Et c'est un vrai choc littéraire. Et une dernière question alors. J'ai envie que vous nous racontiez une petite anecdote sur Fred Peters, maintenant que ça fait 5 ans, 6 ans que vous travaillez ensemble. Et un duo magnifique, j'ai envie de dire. C'est une révélation quand même, que ce soit sur l'Homme Gribouillé ou sur Saint-Elme. C'est vraiment chouette. Et Fred, c'est quelqu'un qui est très éco-conscient. Donc il a décidé de ne plus voyager en avion, par exemple. Ça fait un moment déjà. Et il mange végétarien. Mais de temps en temps, quand il vient de Suisse pour signer en France,
il m'appelle depuis le TGV une demi-heure avant son arrivée en me disant « Est-ce que tu as repéré les endroits où on peut manger une bonne andouillette ?» près de la gare. Voilà. Voilà. Et ça prouve qu'il est indulgent avec lui-même, c'est plutôt un trait de caractère positif. Merci beaucoup, Merci Serge à vous. Lehmann. Je rappelle Saint-Elme aux éditions Delcourt, de Serge Lehmann et Frédéric Peters au dessin. C'est vraiment génial. Merci beaucoup. Merci à vous.